Peut-être une question toute bête, mais pour aider les spectateurs. Est-ce que vous pouvez vous nous donner un peu, à votre avis, quelle est la filière en fait, qui cause le plus de déforestation? Je pense que ce serait intéressant. Après, l'élément de réponse, c'est vraiment pas réfléchir. Mais est-ce que vous avez des petites idées? Je parie sur l'huile de palme. Le soja. C'est un peu de la triche. Ah oui, mais c'est basé sur mes connaissances personnelles, donc ça n'a rien à voir avec ce style. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres filières éventuellement en tête Ouais. Parce que là, c'est effectivement les deux groupes. Non. Peut-être pour faire. Ah, pardon. Ouais, les pâturages bovins, tout à fait. Est-ce que vous consommez ces produits-là? Ça, c'est une bonne question. Vous consommez du soja qui est produit, par exemple, au Brésil pour votre alimentation? Pas forcément moi, et pas forcément directement, mais voilà, l'alimentation animale, soja, les produits transformés, produits de palme. Ouais, c'est exactement ça en fait. L'enjeu, c'est de pouvoir capter ce problème-là, c'est de pouvoir voir où est-ce que dans l'alimentation qu'on consomme ici, ça repose sur une déforestation qui est faible, notamment sur les forêts tropicales, qui sont en Amazonie, en Afrique centrale et en Asie du Sud-Est. Ce sont les trois piliers de la déforestation, avec des cultures qui ne vont pas avoir le même impact sur ces trois typologies de forêts tropicales. On va avoir notamment des cultures type cacao, café qui vont plus impacter l'Afrique centrale, on va avoir des cultures plutôt pâturage bovin, soja qui vont particulièrement impacter l'Amazonie, et on va avoir une culture du global qui va massivement impacter et déforester en Asie du Sud-Est. Bien sûr, on retrouve des dispatchs un peu plus inférieurs en termes de volume sur les autres forêts tropicales, mais c'est ces cultures-là qui impactent massivement ces zones. Merci. Je pense que c'est beaucoup plus clair, on va dire, on a posé correctement le texte, on a vu ce qui était une forêt, qu'est-ce qui était la déforestation. Et là, je pense que je vais encore m'enlever une fois. Ça serait intéressant, je pense, de comprendre qu'est-ce que, de votre côté, dans votre collectif, vous avez trouvé une solution agroécologique pour essayer du coup de pallier à la déforestation, tout en permettant aux producteurs de rester vraiment productifs. Est-ce que vous avez trouvé des exemples de plus? Ben, il y a plusieurs, en tout cas sur les terrains dans lesquels on intervient, où il n'y a pas que de la déforestation, on va dire importée, c'est-à-dire des produits qui sont importés dans les pays développés qui causent de la déforestation dans les terrains d'intervention, où il y a aussi l'agriculture vivrière dans nos terrains d'intervention. C'est-à-dire que les gens défrichent au fond de la bâtie brûlée pour pouvoir se nourrir. Mais par contre, on travaille effectivement beaucoup sur les causes de la déforestation, à savoir l'agriculture, avec des pratiques d'agriculture dites durables. Et l'agroécologie, effectivement, donc la contraction entre agriculture et écologie, c'est un peu un mot valise derrière lequel, il y a des dizaines de pratiques. Donc c'est assez compliqué de les résumer comme ça. Mais le but, en fait, c'est d'appliquer l'écologie à l'agriculture. Donc c'est de travailler des méthodes qui sont assez anciennes au final. Ça peut être la rotation des cultures, l'association de deux cultures différentes. C'est la fabrication du compost. Ce sont des types d'agriculture dans lesquels il n'y a pas d'intrants chimiques, sur lesquels on peut prendre un peu plus le temps. On peut avoir l'agroforesterie qui fait partie, par exemple, de l'agroécologie. L'agroforesterie, c'est quand vous allez remettre des haies, par exemple, en pourtour de parcelles, quand vous allez planter des arbres. Ça va apporter de l'ombre, ça peut augmenter la fertilité des sols, ça peut augmenter du coup le taux d'humidité. Si vous mettez en plus du pâturage dessus, parce qu'on peut associer aussi du pâturage et également des arbres, il suffit que les animaux mangent les feuilles des arbres, vous avez aussi un cycle plus court. Ça peut être aussi des arbres fruitiers, dans quel cas ça peut être de l'autoconsommation, voire un petit revenu supplémentaire. Donc en fait, ça regroupe des dizaines de formes différentes. Et nous, ce qu'on a observé, si je prends juste un petit exemple à Madagascar, on peut avoir de l'association, par exemple, de maïs avec de l'algagète, qui est une petite plante. On a une augmentation de la fertilité des sols. Attention, ça ne veut pas toujours dire qu'il y a une augmentation du rendement. Mais par contre, on a des sols qui sont tellement lessivés, qui ont été lessivés par des produits phytosanitaires, dans la mesure où l'agriculteur ou l'agricultrice peut se permettre d'en acheter, parce que c'est un vrai coût aussi. Donc dans des pays extrêmement pauvres, en fait, il ne peut pas toujours y avoir recours.
mais du coup, ça lessive les sols. Donc vous avez en fait une production qui est souvent assez faible, qui implique de défricher plus loin pour avoir la même quantité produite. Et le fait d'avoir déforesté massivement, bah, du coup, ça rompt tout l'équilibre en fait qu'une forêt génère. Donc on va avoir, donc, je disais, l'érosion des sols, on a du coup moins de pluie. On va avoir des productions qui sera une productivité qui est beaucoup plus faible. Donc de travailler sur la formation des communautés paysannes, des petites organisations rurales. On travaille beaucoup à former les agriculteurs à ces pratiques-là, avec des pépinières de démonstration. Et effectivement, moi j'ai pu observer en allant sur le terrain et grâce aussi aux gens avec qui on travaille, qu'effectivement ils retrouvent une certaine autonomie alimentaire. Ils apprennent à fabriquer leur propre compost parce qu'en fait ils sont tous sur place. Mais il y a certaines pratiques qui se sont perdues et ça les aide à retrouver en fait un peu de fertilité au niveau de sols qui sont déjà en très mauvais état. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des. Enfin, c'est les. Vous avez tout le modèle, on va dire, de l'agroécologie et des producteurs, on va dire, au moins de force scientifique. Est-ce que vous pensez que ce sont des modèles, on va dire, pilotes? Parce que les gens pensent que c'est des modèles pilotes, ou est-ce que c'est des modèles qui doivent être développés à grande échelle? Pas du tout. Alors, pilote, c'est quand même des modèles qui ont déjà plus de 10 ans. En tout cas, sur les projets dans lesquels on intervient, ils ont déjà une belle ancienneté. En fait, l'agroécologie, c'est vieux comme le monde, au final. C'était comme ça qu'on le faisait avant. C'est juste qu'avec la révolution industrielle, on est passé à un modèle extrêmement extensif. Et du coup, avec un rendement énorme, en fait. Je pense qu'on pourra jamais dépasser les rendements qu'on atteint déjà aujourd'hui. Par contre, la question, c'est peut-être de se nourrir autrement et de produire autrement. Il y a un peu l'amont et l'aval. Et aujourd'hui, les chercheurs s'accordent à dire qu'on peut nourrir la planète avec des pratiques agroécologiques. Là, ils se rejoignent, le CIRAD, etc., ils se rejoignent. La question, c'est que ça se fera pas par le changement des modes de consommation, mais aussi par le changement de modèle beaucoup plus important. Et là, je pense que peut-être que Maxime va en parler aussi. Oui, effectivement, c'est vrai que l'agroécologie, ça reste un système traditionnel dans plein de géographies. En revanche, c'est un système qui a été détruit. Et du coup, il y a deux choses. C'est que la régénération, ou en tout cas la réparation de ces systèmes agroécologiques, en fait, est bien plus coûteux que le maintien de systèmes agroécologiques existants. Et que, en revanche, ce qui peut pousser à ça, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement, comme je disais, lessivé les sols et on a privé pas mal de producteurs, en tout cas sur les filières que nous on connaît, cacao, café principalement, on a tellement privé les producteurs de la capacité à investir pour renouveler leurs parcelles, pour renouveler les arbres qui aujourd'hui sont vieillissants, pour mettre en place des pratiques de préservation des sols, qu'aujourd'hui, les rendements de ces systèmes traditionnels qui, soi-disant, sont les plus profitables, ils ne sont plus du tout au rendez-vous. Clairement, sur le cacao, c'est ça, les cacaoyères sont vieillissantes, ça fait 20 ans que les arbres ont été plantés, ça ne donne plus. Et du coup, il y a aussi une appétence aujourd'hui pour recréer des systèmes agroforestiers qui, certes, au début, seront peut-être un peu moins rentables que ce qu'on a donné il y a 20 ans, mais qui, sur le long terme, pourraient reconstruire les sols, préserver les ressources autour des plantations. On parle d'investissement à 5 ou 10 ans, mais c'est quelque chose sur lequel on peut parier aujourd'hui. Peut-être une dimension aussi complémentaire, c'est la question de la souveraineté de l'agriculture en elle-même. C'est-à-dire que lorsqu'on est sur la dépendance aux intrants, aux engrais chimiques pour les agriculteurs qui sont des relais qui ne sont pas suffisants pour pouvoir le renouveler éternellement, eh bien, on crée une dépendance à cette agriculture-là. Ce qui veut dire qu'on enlève aussi le savoir traditionnel que peuvent avoir des communautés, des populations sur leurs pratiques agricoles et on habitue à un fonctionnement sur l'intensif avec de l'engrais qui n'est pas forcément accessible, qui dépend de plein de dépendances extérieures au reste du monde et notamment la disponibilité des énergies fossiles. Il ne faut jamais oublier que les intrants, c'est le pétrole. Donc, on est aussi là sur, si on prend un peu de hauteur, un modèle agricole qui est zombie, c'est-à-dire qui est déjà mort et qui, s'il ne se renouvelle pas, de toute façon, va péricliter. Donc, si on ne règle pas cette question-là aussi, on risque d'aboutir à des enjeux bien plus importants que c'est la petite question de savoir est-ce qu'on va vers l'agroécologie ou est-ce qu'on reste à ce qu'on fait aujourd'hui. La question est bien plus forte que ça et on subit, on choisit.
Donc, très intéressant. Donc, vous vendez un peu un modèle, on va dire, agroforestier. Ça vous paraît sur le papier super. Mais en fait, une question qui peut fâcher. Mais je pense que tout le monde souhaiterait avoir la réponse. Mais c'est ce modèle a-t-il un impact direct sur le prix de notre café, de notre chocolat? Et si oui, juste sa question, c'est déjà. Oui, bien sûr, ça a un impact. Si on produit différemment et beaucoup plus élevé, du coup, les premiers acheteurs vont devoir acheter à des prix un peu plus élevés. En revanche, la grande boîte noire opaque, elle arrive juste après, c'est-à-dire entre le premier acheteur de ces produits agricoles et ce qui nous arrive au rayon. Personne ne connaît les marges nettes de chacun des acteurs. Et les marges brutes, on sait dire, lui, il a acheté à temps, il a vendu à temps, mais quels ont été ses coûts et combien chaque maillon génère de marge pour lui, ça, on ne sait pas. Et donc, du coup, c'est compliqué de dire où est-ce que des efforts peuvent être faits en fonction des filières, en fonction des origines aussi. On sait qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des produits équitables, agroforestiers, biologiques, à des prix abordables en France, c'est le cas. Je ne vais pas citer de nom, mais il y a plein de distributeurs qui mettent en rayon des produits qui sont vertueux dans leur rayon à des prix raisonnables, donc c'est possible. En revanche, faire cette analyse de dans quelle filière c'est possible, qui sont les acteurs qui pourraient revenir sur leur marge sans se mettre en danger, quelles sont les coalitions d'acteurs qu'on pourrait créer pour tous avancer dans le même sens d'un coup, ça c'est extrêmement compliqué. En plus, même si dans un secteur donné, toutes les entreprises font, j'en sais, 10% de marge, qui est une marge conséquente, qui leur permettent de vivre. En fait, il n'y en a aucune qui va dire moi je suis prête à faire un effort et à baisser ma marge si mes petits copains le font pas. Parce que je perds des parts de marché, je perds en compétitivité et je ne vais pas dire que je vais couler demain, mais je marche moins que les autres qui sont mes compétiteurs. Donc tout le monde se regarde en champ de faïence en disant qui fait le premier pas et finalement personne ne le fait. Donc ces coalitions d'acteurs qui se disent ok, est-ce qu'on est tous d'accord pour faire un effort en même temps, c'est très long, c'est très compliqué à créer, mais c'est ça qui permet aussi de changer les choses de manière beaucoup plus systémique. Donc c'est ce qu'on essaie aussi de faire avec le commerce équitable, et c'est un vrai défi. J'ai peut-être juste un tout petit élément à ajouter là-dessus, c'est qu'effectivement ça impacte le prix et du coup ça peut être un gros vecteur d'inégalité parce qu'aujourd'hui on a quand même, alors là si on prend le prisme français qui est clairement pas celui sur lequel on est spécialisé, hein, mais il y a aussi une crise économique, des gens qui ont beaucoup moins de moyens et pour pas transférer la responsabilité aussi, c'est une chose être consommateur ou consommatrice, c'est des termes qu'on entend beaucoup aussi aujourd'hui. Mais le poids de la responsabilité, effectivement, il ne porte pas que sur les consommateurs, il porte sur justement exactement ce que tu disais, sur ces entreprises qui ont aussi peut-être une transformation de pratique, un jeu sur les marges aussi à faire, et un changement plus global au niveau des pratiques, et peut-être du coup un soutien au petit public qui n'est peut-être pas toujours mis sur les filières où nous on aurait besoin pour pouvoir changer un système. Très intéressant et j'avais s'insérer du coup, quel est le rôle des labels dans tout ça? Les labels sont importants dans tous ces genres de pratiques, mais ils ne constituent pas la seule variable du changement qu'il faut. C'est nécessairement que ce soit encadré par une certaine régulation et un changement des politiques publiques, parce qu'on ne peut pas mettre tout le poids sur le consommateur et que en fait, c'est un sujet qui nous concerne tous et il faut qu'il soit géré aussi au global. Et on attend de la part des pouvoirs publics plus de critères sur un approvisionnement durable et que ce soit un sujet qui soit débattu au niveau national et aussi au niveau local, mais pas que au niveau des citoyens, au niveau des consommateurs. Très intéressant, parce que du coup, la prochaine question, je me dis pas ça. C'est du coup comment l'UE essaie de contrôler à son échelle cette déforestation. Et est-ce que les jeunes essaient de faire des recommandations qui sont prévues? Alors sur le papier, En pratique,
Pas tout à fait. Vous le savez peut-être, il y a un règlement européen appelé zéro déforestation qui a été adopté par tous les États européens. Donc ça, on était tous très contents en 2023 et qui devait rentrer en vigueur en décembre 2024, le 30 décembre. Il a été porté une première fois sous la pression de certains États membres, mais pas tous, pour une question de mise en conformité. Ils disaient qu'ils avaient besoin d'un peu plus de temps. Honnêtement, ça a été une pression de lobby industriel aussi derrière, pour demander justement un report de cette loi. Elle a été reportée d'un an. Donc les entreprises avaient une année supplémentaire pour se mettre en conformité. Et c'est allé de pair avec un allègement aussi des contraintes qui étaient faites. Ce règlement, en fait, il impose normalement à tout produit qui entre sur le marché européen, mais également à toute exportation depuis le marché européen, de produits transformés ou de commodités, de ne pas avoir contribué à la déforestation, et ça concerne 7 commodités. Il y a le soja, l'huile de palme, le caoutchouc, le cacao, le café, le bois, et j'ai oublié le dernier. Et l'avion, la viande bovine, enfin le bœuf d'une manière générale, les bœufs et dérivés, tout à fait. Donc ça concernait ces 7 commodités. Donc ça a été ajourné et ça devait rentrer en vigueur au 30 décembre 2025. Et rebelote, nouvelle pression, honnêtement pression de la part de certains industriels, pas tous, mais des grosses entreprises et certains États qui ont demandé un nouveau report. Donc là, le stade auquel on est, c'est que la Commission européenne doit soumettre un rapport courant avril 2026 pour une nouvelle simplification des règles, pour une entrée en vigueur le 30 décembre 2026. Et soit le rapport est léger, entre guillemets, et auquel cas le règlement européen tel qu'il est sur sa mouture de l'année dernière entre en vigueur. Si jamais la simplification va beaucoup plus loin, ça doit donner lieu à une proposition législative qui doit être examinée par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Et le Parlement européen, aujourd'hui, n'est clairement pas en faveur aussi d'un règlement qui reste intégralement tel qu'il est aujourd'hui. Il y a même des allègements qui sont en cours, par exemple, sur les papiers imprimés et sur le cuir, qui finalement ne rentreraient plus dans les produits dérivés qui étaient conclus à l'origine dans ce fameux RDUE. Donc c'est pour ça que je disais, sur le papier, oui, c'était un texte très ambitieux qui aurait pu avoir vocation à être un exemple, en fait, pour même d'autres pays. Par exemple, les États-Unis, enfin, ça aurait pu avoir un petit effet boule de neige. Là, on n'est pas dans la période la plus propice, pour parler très poliment. En soi, le règlement initialement est plutôt ambitieux. Est-ce que là, c'est le papier, à l'heure actuelle, est-ce qu'il répondait une sensibilisation à la école à vos objectifs en tant qu'ONG? Donc, pareil que Oxford Trees, vu l'avènement de ce règlement européen avec beaucoup de positivité, on y voyait en tout cas un signal politique que l'Union européenne était consciente de l'impact de la consommation européenne sur les forêts et souhaitait faire quelque chose. Ça, c'était extrêmement positif et on a soutenu. Après, la manière dont l'Europe peut agir et la manière dont elle agit à travers ce règlement, c'est via ses entreprises ressortissantes. L'Europe ne peut pas dire à un pays africain, bon, maintenant vous allez protéger vos forêts, il faut mettre des gardes forestiers, on entend le truc et on protège vraiment. C'est pas de notre ressort, et heureusement. Donc, le règlement européen, il passe par les entreprises européennes pour dire maintenant vous devez nous prouver que ce que vous mettez sur le marché européen, et notamment français, n'est pas issu de la déforestation. Ça, qu'est-ce que ça génère? Ça génère une pression sur les producteurs extrêmement forte, puisqu'ils doivent cartographier l'intégralité de leurs parcelles dans des outils digitaux qui sont ensuite connectés aux outils des acheteurs. En vrai, vu la manière dont ces producteurs fonctionnent et travaillent aujourd'hui, c'était une demande extrêmement élevée et un effort qu'on leur demandait extrêmement élevé. La grande majorité des coopératives aujourd'hui de café et de cacao avec lesquelles on travaille ont fait ce travail de cartographie, de connexion avec leurs acheteurs, de réclamer leurs données, de devenir propriétaire de leurs données et de pouvoir vraiment les contrôler. Ça a été un processus long et assez douloureux. Maintenant, les efforts sont faits et on espère très clairement que ce règlement va voir le jour, que toutes les entreprises en bout de fin qui suivent dans la chaîne ont fait ces mêmes efforts, mais nous, on travaille avec des entreprises qui l'ont fait.
Donc c'est possible, et si ça peut générer une prise de conscience et un contrôle qui permet réellement de stopper la déforestation par les chaînes agricoles, alors oui, bien sûr, c'est quelque chose qu'on soutient. Après, encore une fois, ce n'est que ce que l'Europe peut faire dans des pays qui ne sont pas européens. Et clairement, ça devrait aussi être couplé avec des efforts au niveau local, au niveau national, dans ces pays-là, avec des ONG de conservation. Ce n'est pas uniquement à travers des chaînes agricoles ultra contrôlées par des outils digitaux que nous préservons la forêt. Il y a peut-être des enjeux qui sont aussi associés à ça, parce que quand même sur un... Là, on parle de forêt, mais la forêt, c'est une partie intégrante de notre système planétaire, et que ces forêts-là, elles sont aujourd'hui essentielles dans la régulation du climat, elles sont essentielles dans la préservation de la biodiversité. Et en fait, nous, les Européens, on a une responsabilité là-dedans. On a un changement climatique qui accélère, c'est totalement délirant. C'est-à-dire qu'on pensait dépasser 1,5 degré à la moitié du siècle, ça fait 3 ans qu'on est passé. Ça suffit pas pour dire que c'est raté, mais ça commence à s'énerver plus, il faut quand même bien le dire avec des termes clairs. Donc, on a aussi derrière ça une pression à mettre sur la vitesse à laquelle il va falloir qu'on réglemente et qu'on agisse concrètement sur cet enjeu-là également. Les forêts sont centrales là-dedans. Et l'Europe, c'est un des plus gros marchés de consommation mondiale. On est responsable d'un tiers des émissions historiquement, on est responsable d'une très large partie de la consommation mondiale, on a un niveau de vie qui est délirant par rapport au reste du monde. Donc on a cette responsabilité. On a cette responsabilité dans le processus légal, dans la manière dont on organise ça, et on a la responsabilité de pouvoir aider, parce qu'effectivement, si BRDE ne passe que par des outils digitaux que personne ne comprend rien, on n'est pas non plus sur quelque chose de très pertinent au regard de la manière de le faire. Donc on a cette responsabilité de réfléchir et d'améliorer cette façon de procéder. Les entreprises sont en train de consommateurs aussi. Et est-ce que vous voyez des agriculteurs sur place, est-ce que vous avez sur le terrain est-ce que vous avez avoir leur retour par rapport à ça? C'est imposer des outils, imposer, on va dire, la mise en place technologique qui peut avoir un coût financier. Est-ce que ça a ce règlement? Ce qu'on a vu, c'est des vrais dialogues entre l'Union européenne et les États. Ça, c'est clair. Entre l'Union européenne et des entreprises industrielles, dont certaines implantées dans les pays producteurs, ça aussi. Après, une vraie prise en compte des enjeux de terrain des producteurs eux-mêmes, à part ce que certaines ONG ont réussi à créer comme terrain de dialogue, ça c'est pas venu de... Enfin, c'est parce que certaines ONG ont dit oui, il faut faire attention, parler avec ces gens-là, qu'il y a eu des petits moments de dialogue, mais ça n'a pas été central dans le développement de ce RDE. C'est un peu focus sur la partie de la gestion culturelle de la déforestation. Je propose de passer à une autre zone individuelle parce que peut agir à notre échelle. Donc, dans un peu je sais qu'il y a des politiques françaises pour les objectifs de veille. Ça, je peux dire, c'est pas sur l'ensemble. Je peux me lancer si vous voulez. Je vais pas forcément être ultra positif, mais je suis pas sûr que ça se joue très franchement à l'échelle des municipales et à l'échelle. Enfin, je vais peut-être un petit peu gage aussi, mais je suis pas sûr que l'échelle individuelle soit la plus pertinente aujourd'hui. Enfin, quand même. J'arrête pas de le rappeler, mais je pense qu'on est sacrément dépassé ces enjeux-là quand on voit la vitesse de la déforestation, quand on voit la vitesse à laquelle les grands équilibres de notre système sont en train de se déséquilibrer. Je pense que la petite échelle de la consommation individuelle, elle est absolument pas à mettre à la poubelle, c'est vraiment pas ce que je suis en train de dire, et elle est très très loin de répondre à la hauteur de l'enjeu dans lequel ça, je pense qu'il faut quand même bien le remonter. C'est pas du tout pour remettre en question tout ce qui est fait aujourd'hui à cette échelle-là, et je pense qu'on devrait peut-être questionner le pourquoi est-ce que des règlements aussi ambitieux que la RDE sont remis en question, c'est quoi la signe de ça?
Pourquoi? C'est quand même des racines qui sont politiques. Il faut quand même bien dire le mot, même si c'est souvent un gros mot sur le tableau rond. Je pense qu'on peut quand même y aller. Et il faut aussi questionner, encore une fois, la vitesse à laquelle on va devoir agir. On voit beaucoup de choses se dérégler, beaucoup de choses sombrer, et je suis pas sûr que dans aucun des programmes des municipales dont on parle aujourd'hui, la question de la déforestation importée par nos modes de consommation soit centrale dans une grande partie des programmes des municipales. C'est pour ça que je pense que c'est une question qui est intéressante, clairement. Mais j'aime bien essayer de mettre un peu de prise de hauteur là-dessus. Je vais essayer de compléter. Complexe question. Mais nous, on attend quand même aussi un peu le poste municipal pour pouvoir essayer d'agir derrière, parce que c'est pas du contact et comme le dit Camille, c'est pas forcément un aspect qui est souvent mentionné dans le programme à l'échelle locale, mais on sait qu'il y a un pouvoir d'agir à ce niveau-là, mais juste pour le moment. Et bien, là, c'est vrai qu'on attend un petit peu le poste municipal pour aller aider entre guillemets les élus pour leur demander en fait ce qui peut se passer. Est-ce que vous avez décidé de Max Lapard d'initiatives de mettre en place, je pensais au Panty? Nous, on a eu plein d'idées, c'est pas ça qui manque. On propose notamment des idées autour d'une fiscalité avantageuse pour des produits vertueux. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est toujours moins cher et plus facile de produire des mal produits. C'est moins cher et plus facile de produire des produits qui déforestent. C'est moins cher et plus facile de mettre dans les marchés des produits qui ne sont pas traçables. Et nous, ce qu'on essaie de dire, c'est les chaînes d'approvisionnement qui ont fait ces efforts de non-déforestation, de traçabilité, d'agroécologie, de protection de leurs ressources à la base, et ben, il faudrait que les produits puissent être abordables dans les rayons. Et ça pourrait passer par une fiscalité différenciée. Il y a plein d'autres idées qu'on pourrait avoir. Aujourd'hui, on voit dans les grandes campagnes publiques manger 5 fruits et légumes par jour. Ok, mais aussi manger des produits qui ne déforestent pas, consommer de telle ou telle manière, ça pourrait être aussi des grands messages de politique publique qui sont attendus aujourd'hui. Donc des idées, il y en a plein. Après, comme le disait aussi Louise et Camille, c'est pas qu'une question de responsabilité individuelle, c'est une question de citoyenneté, de responsabilité collective, de demander ça à nos élus. Et là, ça fait le lien avec ce que Louise disait, et moi je ne suis pas spécialiste, mais aller faire un plaidoyer collectif pour ce genre de politique publique, ça me paraît crucial.